Bonjour à toutes et à tous. Je suis extrêmement ravie de vous accueillir aujourd'hui ici pour cette conférence. Je tiens chaleureusement à remercier Sébastien pour sa confiance et pour me permettre aujourd'hui d'être son binôme. Je suis Simona Miura, je suis professeure en pharmacotechnie à l'Université Paris-Saclay. Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter comment, en utilisant des particules circulantes endogènes, on pourra, dans le futur, j'espère, révolutionner l'administration des molécules actives. Moi, comme beaucoup d'autres, on travaille depuis longtemps sur ce concept qu'on peut définir le concept du Magic Bullet. De quoi il s'agit? C'est un concept qui repose sur l'idée que le destin d'une substance active il est dépendant des caractéristiques de son vecteur. Si on administre par voie intraveineuse une substance active, celle-ci aura une certaine distribution. Mais si on encapsule dans un vecteur, dans un nanomédicament, on aura une distribution alternative. Ce qui va nous permettre d'avoir une accumulation spécifique à niveau d'un tissu, d'une cellule, d'augmenter l'efficacité thérapeutique et réduire les effets secondaires. Cette approche, il est largement validée et effectivement, on a sur le marché un certain nombre de nanomédicaments, du Doxil en 1995 jusqu'au dernier arrivé sur le marché, les vaccins pour la Covid-19. Mais en dépit de ces caractéristiques prometteuses, on doit tenir en considération que ces nanomédicaments traditionnels font encore face à certaines limitations et que j'ai essayé ici de définir, en tout cas de regrouper en trois limitations principales. On peut parler d'une faible biocompatibilité, une élimination rapide, ainsi qu'une faible tendance à traverser des barrières biologiques. Par contre, avec une approche biomimétique, on pourrait essayer de contourner cette limitation en utilisant des cellules circulantes qui présentent des caractéristiques de ciblage endogène. On pourra acheminer des agents thérapeutiques à niveau du site pathologique. Sébastien il vous a déjà présenté certaines particules circulantes. Donc, quand je parle de particules circulantes, je me réfère aux cellules de la circulation, mais aussi à des lipoprotéines et à des vésicules dérivées par les cellules. Dans tous les cas, il s'agit de systèmes biocompatibles, biodégradables et surtout avec des fonctions intrinsèques qu'on veut exploiter pour acheminer une molécule active au site d'action. Sébastien vous a déjà représenté l'échelle de ces nanobjets, mais juste pour rappel, si on est nanomédicament à l'échelle entre 1 et 100 nanomètres, les cellules à un niveau de micromètres, entre 10 et 100 micromètres. Si on parle de lipoprotéines et cellules et vesicules dérivées par cette cellule, on est dans les cas des lipoprotéines de l'échelle similaire à un nanomédicament. Par contre, les vésicules extracellulaires, on est un peu plus grande, mais on reste toujours plus petite par rapport aux cellules. Aujourd'hui, je vais vous présenter des exemples concernant certains types cellulaires et aussi l'utilisation des lipoprotéines comme vecteurs endogènes. Par contre, je n'aurai pas le temps, malheureusement, de vous présenter des exemples sur les vésicules extracellulaires qui sont quand même extrêmement prometteuses. Avant de parler de comment pouvoir utiliser ces cellules pour administrer, pour acheminer des agents thérapeutiques, je vais vous donner seulement rapidement la carte d'identité, si je peux l'appeler comme ça, de certains de ces types cellulaires. Si je parle des globules rouges, ces cellules qui sont représentées ici schématiquement, vous avez en forme de disques biconcaves, un diamètre de 7 micromètres, sont des cellules extrêmement abondantes. Ce sont des cellules qui sont dépourvues des noyaux, dépourvues d'organites ainsi que d'activités métaboliques. Ce qui représente un élément extrêmement important parce qu'à l'intérieur, on peut accumuler une grosse quantité de substances actives. Les globules rouges ont un temps de circulation extrêmement long, jusqu'à 4 mois. Et ceci est extrêmement important et surtout dû à la présence de cette protéine SD47 qui représente une sorte de signal de soi. L'organisme reconnaît ces globules rouges comme ses propres globules rouges et donc il n'élimine pas. En conditions physiologiques, les globules rouges sont présents principalement dans la circulation. Ils sont capables aussi de traverser des vaisseaux plus petits par rapport à leur diamètre, et ceci est dû à leur flexibilité, à leur déformabilité, qu'on pourra avoir ensuite extrêmement intéressante pour acheminer des molécules actives. Ensuite, un autre type de cellules intéressant sont les plaquettes. Les plaquettes sont des cellules extrêmement petites, de micromètres de diamètre, qui ont un temps de circulation d'une dizaine de jours.
Comme les globules rouges, ils sont dépourvus de noyaux, dépourvus d'activité phagocytaire. Par contre, à différence des globules rouges qui ne sont pas capables de cibler de façon active un site pathologique, les plaquettes peuvent cibler les sites des lésions vasculaires. À niveau d'un site de lésion vasculaire, les plaquettes ils sont activées, comme j'ai représenté ici avec cet halo jaune, et suite à cette activation, ils vont relarguer leur contenu des granules, activer la cascade de la coagulation, former un caillou qui permet de garder l'homéostase. Donc, extrêmement importante leur possibilité d'utiliser pour cibler la lésion vasculaire. Enfin, l'autre type de cellules, Sébastien vous a déjà présenté les cellules T cytotoxiques, intéressantes parce qu'elles sont capables de reconnaître des antigènes étrangers et d'induire la mort de la cellule pathogène, de la cellule cible. Ils sont capables aussi de migrer vers les tissus lymphoïdes. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Je vous montre ensuite pour traiter, par exemple, des cancers qui s'accumulent à niveau des ganglions lymphatiques. On peut avoir aussi des cellules comme les neutrophiles, qui ici présentent un noyau multilobé. Les cellules restent dans la circulation très peu de temps, seulement 6-8 heures, avant d'être recrutées dans les sites d'inflammation. Les neutrophiles sont capables de traverser des barrières endothéliales. Ils sont capables de traverser la barrière hématocéphalique inflammée. Et donc, ils pourront être utilisés pour transporter des molécules actives à niveau cérébral. Enfin, monocytes et macrophages, il s'agit des cellules phagocytaires par excellence, capables aussi de migrer vers un site pathologique. Et surtout intéressante par rapport aux autres types cellulaires, c'est leur capacité d'émigrer, par exemple, vers les zones hypoxiques qu'on pourrait trouver dans la tumeur. Dans tous ces types cellulaires, on peut charger des agents thérapeutiques. Il peut s'agir de petites molécules, des macromolécules ou encore des nanoparticules synthétiques qui ont chargé un agent thérapeutique. Et de cette façon, ces agents thérapeutiques vont acquérir les propriétés des cellules circulantes et ce qu'on va avoir, c'est un profil pharmacocinétique amélioré, une accumulation spécifique à niveau du site pathologique et cela peut être obtenu suite à une réponse à des gradients chimiotactiques ou encore à des variations de l'activité métabolique entre les cellules saines et les cellules malades. Ici, je vous présente la différence, et je reviendrai aussi plus tard, entre une cellule cancéreuse et une cellule saine. Alors, cellule cancéreuse, vous voyez que j'ai représenté en bleu ces récepteurs qui sont les plus nombreux dans la cellule cancéreuse. C'est des récepteurs pour les lipoprotéines. Et pourquoi la cellule cancéreuse les surexprime? Les cellules cancéreuses, c'est des cellules en prolifération perpétuelle. Ils ont besoin de cholestérol pour fabriquer leur membrane. Pour s'approvisionner de ce cholestérol, ils vont surexprimer ces récepteurs pour les lipoprotéines qui, dans la circulation, transportent le cholestérol. Par contre, si on charge un agent thérapeutique à une lipoprotéine, on pourra créer un cheval de Troie pour tuer la cellule cancéreuse. Et c'est ce que je vous montrerai par la suite. Parmi les stratégies qu'on peut utiliser pour charger ces cellules circulantes en agents thérapeutiques, on peut retrouver des stratégies in vitro qui nécessitent l'isolation des cellules circulantes et on peut utiliser ensuite des nanoparticules intactes ou seulement leur membrane. D'autres approches visent un ciblage directement à la circulation in vivo. Dans ces premières deux approches, donc on prélève du sang du patient et après en centrifugation, on sera capable d'isoler les plasmas et différents types cellulaires. Et dans cette première approche, on va utiliser les cellules intactes. Et l'agent thérapeutique pourra être immédiatement immobilisé à la surface avec des approches comme Sébastien vous a déjà présenté, ou encore encapsulé à l'intérieur. Ensuite, ces cellules avec les nanoparticules pourront être réadministrées aux patients. Ici, l'exemple de la membrane que aussi Sébastien vous a déjà présenté. L'intérêt, c'est la présence effectivement de cette couche de phospholipides avec des protéines, avec des sucres qui fournissent une grande quantité de fonctions, de regroupements pour une immobilisation covalente et non covalente. Effectivement, on peut avoir par exemple des groupes thiols, des groupes amines à la surface des lymphocytes, à la surface des plaquettes.
et on pourra les utiliser pour coupler des agents thérapeutiques opportunément modifiés. Par exemple, avec une stratégie de type chimique thiol-malémide, on a couplé à la surface des cellules lymphocytes des nanoparticules de polystyrène, qui vous voyez ici dans ces images de microscopie, les noyaux en bleu et les nanoparticules à la surface. En exploitant la capacité des lymphocytes d'émigrer vers les organes lymphoïdes, on peut à ce moment ici acheminer des agents thérapeutiques dans cette région. Et c'est ça qui a été réalisé dans ce modèle des lymphomes chez la souris. Dans cette tumeur, dans les lymphomes, on a une dissémination des cellules cancéreuses dans tout l'organisme et une accumulation principalement dans les ganglions. Par contre, si on administre l'agent thérapeutique par voie intraveineuse, la dose qu'on retrouve au niveau des ganglions est extrêmement faible. Par contre, si on considère les lymphocytes ont comme activité spécifique celle d'émigrer vers les ganglions. Si on formule une molécule anticancéreuse, ici les SN38, à l'intérieur des nanoparticules lipidiques et on les couple covalemment aux lymphocytes, on pourra transférer ces nanoparticules vers les ganglions et chaque lymphocyte va constituer un réservoir d'agents cytotoxiques qui pourra tuer les cellules cancéreuses. Dans ces images en bioluminescence, vous voyez les souris et la charge tumorale il est correspondante à la coloration rouge. Plus vous avez de rouge, plus vous avez des tumeurs. Et vous pouvez voir que c'est seulement les traitements biomimétiques qui permettent de réduire la charge tumorale avec une réduction de presque 60 fois par rapport à molécules libres et au contrôle. Ici, on a tout simplement réalisé un ciblage d'organes. Une autre approche, c'est une approche du type utilisant toujours les groupes thiol. On peut former des ponts disulfure et on peut coupler des liposomes ici fluorescents à la surface de cette cellule. L'utilisation de ces ponts disulfure est extrêmement intéressante pour les traitements du cancer. Pour quelle raison? Parce que dans les micro-environnements tumoraux, vous avez une forte abondance de glutathione qui est capable de réduire ces ponts disulfure et donc libérer les liposomes. Ici, c'est la fluorescence associée aux cellules qui décroît en fonction de la concentration croissante des glutathiones. Ici, la condition temp 0, la concentration plus élevée, on a perdu des cellules. On a perdu nos nanoparticules à la surface des cellules. Et cela représente une possibilité d'acheminer des nanoparticules vers des sites dans lesquels ils ne pourraient pas arriver spontanément et d'amplifier aussi l'action des lymphocytes. Ici, un exemple avec un lymphocyte T, comme celle que vous a présentée déjà Sébastien, qui est couplé avec un pont disulfure à nanoparticules lipidiques, la fluorescence rouge, vous la voyez ici, un agent thérapeutique ici d'acide nucléique inverte, et ce qu'on peut voir qu'ils sont bien colocalisés à la surface des cellules. Les cellules T ont comme activité celle de détruire la cellule cancéreuse. Par contre, dans certaines tumeurs, il y a des cellules cancéreuses qui sont réfractaires aux cellules T. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut utiliser cette stratégie. On peut délivrer avec notre lymphocyte aussi des agents thérapeutiques. Grâce à la présence de glutathione, les nanoparticules seront libérées, ils sont internalisés par les cellules, et donc cette cellule, ils deviennent sensibles à l'action des lymphocytes T. Donc on peut avoir une double action avec ce système de type biomimétique. Dans toute cette approche, on a modifié covalemment la membrane cellulaire, ce qui pourrait par contre représenter aussi un problème. Une autre stratégie, il pourrait être tout simplement celle d'absorber physiquement des nanoparticules. Comme par exemple ici, on incube des nanoparticules avec des globules rouges et après 5-10 minutes, les nanoparticules se retrouvent à la surface de ces globules rouges de façon dispersée grâce à des interactions hydrophobes et interactions électrostatiques. Les globules rouges ici nous intéressent parce que c'est des cellules à longue circulation. Sont des cellules à longue circulation. Si on considère les nanoparticules tout seuls, on les administre par voie intraveineuse, ils disparaissent en quelques minutes.
Par contre, si les nanoparticules sont associées aux globules rouges, on peut observer qu'après 10 heures, on a encore un 5% à la circulation. Et c'est extrêmement important aussi de considérer le fait que cette absorption des particules à la surface des globules rouges ne modifie pas leur longue circulation. Quand on administre des globules rouges avec des nanoparticules à la surface, on voit que pour effet des forces de cisaillement, aussi la friction, les particules sont libérées et après ils seront éliminées. Par contre, les globules rouges continuent à avoir son temps de circulation inaltéré. Et ceci est dû au fait que la modification de la membrane des globules rouges est extrêmement réversible. Ici, dans cette image de microscopie, on peut voir un globule rouge avec des nanoparticules à la surface. Ces cellules ont été fixées de façon à figer toute cette composition. Ensuite, on a procédé à éliminer les nanoparticules. Et ce qu'on voit, c'est effectivement des indentations qui correspondent probablement aux endroits dans lesquels les nanoparticules étaient fixées. Par contre, si on réalise un traitement différent, c'est-à-dire on prend les globules rouges avec les nanoparticules, on lève les nanoparticules et après on fige, on peut observer comme ces indentations ne sont plus présentes. C'est-à-dire la membrane, il était déformable, mais de façon réversible. Les nanoparticules, ont adhéré à la surface des globules rouges, mais ensuite la membrane a repris ses conditions initiales. Cette approche a été largement utilisée pour pouvoir absorber sur les globules rouges différents types de nanoparticules, particules rigides comme de polystyrène ou encore déformables comme de nanogel. Et de façon intéressante, il a été observé que chaque fois qu'on a injecté par voie intraveineuse ces globules rouges avec des nanoparticules à la surface, on les retrouvait principalement dans les poumons. L'hypothèse qui a été formulée, c'était celle de voir si on change les sites d'injection, est-ce qu'on peut changer aussi les sites d'accumulation de nanoparticules? Effectivement, ce qui a été observé, c'est que si on injecte dans une artère qui alimente un certain organe, ensuite on aura une accumulation dans l'organe immédiatement en aval. Par exemple, si on injecte dans la carotide, on accumule des nanoparticules principalement à niveau cérébral, ce qui n'était pas possible avec des nanoparticules seules. Toute cette approche fonctionne très bien si on parle des globules rouges, qui sont des cellules non phagocytaires. Par contre, l'essai de coupler, ou en tout cas d'absorber des nanoparticules sphériques à la surface des cellules dotées d'activité phagocytaire reste plus difficile parce que les cellules ont tendance à phagocyter ces nanoparticules. Pour pouvoir contourner ce problème, la stratégie qui a été développée, c'est celle de changer la forme de ces particules. On synthétise, on formule des particules à forme de disques qui ont surtout une taille micrométrique et ces particules vont se mettre comme une sorte de sac à dos à la surface d'un monocyte. L'effet, c'est très important, ils ne sont pas phagocytés parce que cette forme discoïdale est capable d'interférer avec la formation de ces structures d'actines qui sont responsables de la phagocytose. Donc on bloque la phagocytose et ces disques, ces sacs à dos, ces backpacks restent à la surface des monocytes qui pourront cibler encore les tissus inflammés. L'interaction peut se faire avec différents types cellulaires. On peut par exemple avoir des sacs à dos, des disques enrobés avec de l'acide hyaluronique qui est capable de cibler les récepteurs CD44 qui se trouvent à la surface des cellules T ou encore à la surface de macrophages. Mais attention, cela est valable seulement si on est avec les disques, parce que si on enrobe avec de l'acide hyaluronique et des particules sphériques, si vous voyez bien un macrophage qui a phagocyté ces particules. Cette interaction est aussi assez stable. Contrairement à l'exemple que vous a donné Sébastien avant, ici les sacs à dos restent adhérents à la surface des cellules. Si vous avez votre macrophage, on a les sacs à dos, les backpacks, leur colocalisation, et on les a injectés dans un modèle d'inflammation cérébrale induite par l'hypopolysaccharides. À ce niveau d'agrandissement, on peut voir des agrégats verts qui correspondent aux macrophages, mais si on fait un agrandissement, on voit les macrophages, on voit les sacs à dos et on voit leur colocalisation.
les cellules ont réussi à pénétrer à un niveau cérébral sans perdre leur sac à dos, qui peut être chargé de molécules actives. Et cette approche a été donc utilisée pour pouvoir réaliser de l'immunomodulation à niveau de la sclérose en plaques. La sclérose en plaques, c'est une pathologie auto-immune inflammatoire pour laquelle actuellement on n'a pas de traitement et pour laquelle on sait qu'un rôle clé, c'est le rôle des cellules myéloïdes. Par contre, actuellement, il n'y a pas de thérapie qui vise à utiliser, à cibler les cellules myéloïdes pour pouvoir réduire la progression de la maladie. Dans cette étude, ils ont essayé de le faire en couplant des backpacks, des disques, encapsulant la dexaméthasone et l'interleukine, choisis comme agents thérapeutiques parce qu'ils sont capables de stimuler des activités des fonctions anti-inflammatoires. Et on a mis des anticorps pour anti-CD45 pour pouvoir coupler ces backpacks à la surface des monocytes. Et comme vous voyez ici dans cette image, en fluorescence, on peut bien voir qu'ils sont à la surface. On a ensuite administré par voie intraveineuse ces monocytes dans un modèle d'encéphalomyélite expérimentale qui représente un bon exemple chez l'animal de la sclérose en plaques. Augmenter l'apparition des symptômes, l'injection intraveineuse des monocytes tels quels ou des monocytes avec les backpacks montre clairement que les monocytes avec les backpacks s'accumulent particulièrement à niveau cérébral et à niveau de la moelle épinière et sont encore détectables après 5 jours. Grâce au fait que ces monocytes délivrent des molécules à activité anti-inflammatoire, on peut observer comment une action d'immunomodulation, soit locale, soit systémique, qui entraîne une amélioration une réduction de la gravité de la maladie et une amélioration de la fonction motrice chez l'animal. Bien sûr, il s'agit seulement d'une étude préclinique, mais extrêmement prometteuse pour cette pathologie pour laquelle actuellement il n'y a pas de traitement thérapeutique. Jusqu'ici, je vous ai montré une immobilisation à la surface des nanoparticules, mais on peut aussi charger des agents thérapeutiques à l'intérieur des cellules. On fait référence ici à nouveau aux globules rouges parce qu'ils sont extrêmement sensibles au choc osmotique. Si on prend un globule rouge en solution classique, présente cette forme discoïdale, mais si on la met en solution hypotonique, l'eau entre à l'intérieur, les globules rouges se gonflent et on aura la formation d'épaires sur la membrane qui pourront être utilisées pour faire pénétrer des molécules actives. Si ensuite on transfère les globules rouges à nouveau dans une solution hypotonique, les pores vont se refermer et on a donc un vecteur chargé d'un agent thérapeutique. Des pores réversibles peuvent être construits aussi si on soumet les globules rouges à un champ électrique. Par électroporation, on a des formations réversibles de la membrane et cette formation des pores. Donc, deux approches assez faciles qui peuvent être utilisées avec ces types cellulaires. Et je vous montrerai effectivement que l'utilisation du choc osmotique a permis déjà d'introduire une phase clinique avancée des globules rouges avec des molécules actives. Pour résumer cette première partie, on a la possibilité d'utiliser des particules endogènes, on peut immobiliser à la surface, mais l'élément clé, c'est qu'avec cette immobilisation à la surface, avec de la chimie de surface, on risque de modifier de façon irréversible la surface et on risque de perdre les propriétés innées des cellules, que c'est celles qu'on recherche pour pouvoir acheminer l'agent thérapeutique. Par contre, on évite l'environnement intracellulaire, qui dans les cas, par exemple, des macrophages, pourrait entraîner la dégradation de l'agent thérapeutique. Si on utilise les globules rouges, on a beaucoup d'espace disponible pour pouvoir charger la molécule active. Par contre, les stratégies d'électroporation et des chocs osmotiques, ils pourraient entraîner la formation des pores qui restent ouvertes après le chargement de la molécule active, et donc celle-ci va ressortir avant la fermeture des pores. Autrement, on pourrait avoir aussi une déformation irréversible. Toutes ces stratégies sont intéressantes. Par contre, si vous vous rendez compte de la transposition à niveau clinique, il y a quand même la nécessité de prélever les cellules de patientes. On doit les modifier et dans toutes ces étapes de modification, on doit garder la fonctionnalité, la structure et la viabilité des cellules. Or, on sait par exemple que les neutrophiles
Ils sont capables de résister à une culture cellulaire pas plus de 24 heures. Et la capacité des monocytes de cibler un site pathologique s'est réduite de moitié après 48 heures. Face à cette difficulté, notre stratégie consiste dans l'utilisation des cellules isolées, mais plutôt d'utiliser les cellules intactes. Je vais utiliser seulement leurs membranes qui seront utilisées pour faire un enrobage des particules. Ensuite, on administre aux patients. L'extraction des membranes se fait de façon assez facile, on pourrait dire, au laboratoire. On prend notre cellule, on l'expose à des chocs osmotiques, autrement à des cycles de congélation et décongélation, et on obtient ce qu'on appelle des fantômes, qui ensuite seront exposés en sonication, en extrusion, pour avoir cette nanovésicule dans laquelle on retrouve quand même des marqueurs spécifiques de la cellule d'origine. Il faut faire attention seulement que, par exemple, dans les cas des cellules qui présentent un noyau et des organites, il sera nécessaire de faire une centrifugation sous gradiente pour séparer les différentes composantes, de façon à s'assurer d'avoir seulement la membrane cellulaire. Ensuite, on fait un enrobage simple. On peut fusionner les nanoparticules avec cette vésicule par coextrusion, par sonication, et on a notre particule avec ce revêtement biomimétique. On a la possibilité d'utiliser un seul type cellulaire, mais il existe aussi la possibilité de faire un enrobage qu'on peut définir hybride. On peut utiliser deux types cellulaires, les membranes des deux types cellulaires, de façon à combiner sur une seule particule les caractéristiques des deux types cellulaires. Cette approche est intéressante parce qu'elle vous permet d'éviter de devoir vous soucier quand même de la viabilité des cellules. Un élément qu'on doit quand même tenir en considération, c'est le fait qu'ici, on a des nanoparticules recouvertes des membranes cellulaires, donc on est dans une taille de nanomètre, et on n'est plus dans la taille micrométrique des cellules, ce qui pourra effectivement avoir un impact sur leur fonctionnalité. Je vous présente ici la possibilité d'enrober spécifiquement ces nanoparticules avec des membranes. Par contre, on doit ensuite vérifier que cet enrobage il a été bien fait. On peut réaliser d'abord de l'imagerie. Si c'est notre nanoparticule, si c'est la membrane cellulaire, on doit d'abord vérifier que la membrane se retrouve vraiment à la surface des cellules. Mais il n'est pas suffisant que la membrane soit présente à la surface. On veut qu'il y ait aussi les protéines de la membrane cellulaire, ils se retrouvent à la surface des nanoparticules. Et donc, par exemple, en faisant un Western blot, on peut détecter les protéines qui sont dans la totalité du lysage cellulaire, les protéines qui sont dans la membrane, et on peut clairement voir que dans les nanoparticules enrobées avec cette membrane, on retrouve exactement le même type de nanoparticules, le même type de protéines, pardon. On retrouve les nanoparticules, on retrouve les protéines, on veut garder aussi leur fonctionnalité. Si on veut une approche biométrique, c'est pour éviter la capture par les systèmes immunitaires et donc pour éviter que ces nanoparticules soient éliminées rapidement à la circulation. Pour vérifier si ces nanoparticules enrobées dans la membrane possèdent les mêmes propriétés de longue circulation des particules endogènes, ce qu'on peut faire, c'est incuber des nanoparticules seules ou avec la membrane, avec des macrophages et voir l'internalisation. Ici, on peut voir que la présence de la membrane entraîne une réduction de la capture par les macrophages et on a donc été capable d'avoir une approche biomimétique de longue circulation. Je vais vous présenter seulement deux exemples sans entrer trop dans les détails, mais j'ai trouvé qu'ils étaient assez représentatifs. Je vous ai dit que les plaquettes ils sont capables d'aller vers les sites et lésions vasculaires. Si on prépare des nanoparticules enrobées dans la membrane des plaquettes, on sera capable de les acheminer à niveau d'un site et lésion vasculaire. Dans cet échantillon ici, vous avez un échantillon d'artère qui a été dénudé. On a éliminé les cellules endothéliales. Les nanoparticules sont en rouge et on peut voir que c'est seulement dans l'artère dénudée qu'on a l'accumulation la plus importante. Ici, dans les tissus sains, c'est seulement un niveau de site dans lesquels on a coupé et qu'on retrouve aux marges qu'on retrouve à nanoparticules. Mais si on peut acheminer ces nanoparticules avec la membrane des plaquettes vers un site de lésion vasculaire, cela peut être intéressant aussi pour acheminer un agent thérapeutique, dans ce cas les docétaxel,
dans un modèle de résténose coronaire. Effectivement, dans la résténose coronaire, on observe une prolifération des cellules qui entraîne une occlusion des vaisseaux. Et dans les cas des nanoparticules enrobées avec des plaquettes et qui présentent la molécule active, on peut clairement voir qu'on contrôle cette occlusion et on est dans conditions égales à la baseline, au contrôle. Ici, il s'agissait d'un seul type de membrane, mais comme je vous ai dit, on peut aussi s'amuser à avoir du type cellulaire et exploiter la double fonctionnalité de ces types de membranes. Ici, par exemple, dans cette étude, ont été couplées des membranes de leucocytes avec des membranes de plaquettes pour recouvrir des nanoparticules peureuses chargées en agents thérapeutiques. Ici, déjà, la couverture avec la membrane elle est intéressante parce qu'elle permet de recouvrir les peurs des nanoparticules et représente une barrière qui évite la sortie, la libération trop rapide de l'agent thérapeutique. Dans cette image ici, bien évidemment, vous voyez les parties jaunes, la partie fuchsia qui sont bien connectées l'une entre l'autre. Ici, c'est seulement un dessin, mais utilisant des plaquettes et des leucocytes, cela est aussi possible parce que les plaquettes présentent en protéine la P-sélectine. Et au niveau de la membrane des leucocytes, on retrouve un ligand pour la P-sélectine. Les deux sont capables d'interagir, permettant la formation d'anaérobage homogène. Ensuite, pourquoi sont intéressantes pour le ciblage tumoral? Dans ces nanoparticules, on retrouve cette intégrine LFA1, de laquelle vous a aussi parlé Sébastien, qui est capable d'interagir avec ICAM1. C'est une molécule qui est surexprimée à niveau des vaisseaux tumoraux. Cette interaction permettra à nos nanoparticules d'extravaser. Ensuite, on revient sur la P-sélectine. La P-sélectine est capable de reconnaître les récepteurs CD44 qui est présente à niveau des cellules tumorales. Et donc, on pourra acheminer notre nanoparticule aux cellules. Il s'agit d'une double action de ciblage médiée par les propriétés endogènes de ces types cellulaires. La dernière partie sur laquelle je vais m'attarder un peu, c'est l'utilisation des nanoparticules pour un ciblage directement in vivo. Parce que c'est bien de voir isoler les nanoparticules, éventuellement ne pas se préoccuper de la viabilité des cellules, mais serait encore plus simple formuler les nanoparticules, les injecter, et ensuite laisser les nanoparticules rencontrer la cellule spécifique et attendre la cible. C'est ce qu'on réalise de cette façon. On injecte les nanoparticules aux patientes. Ensuite, ces nanoparticules vont interagir avec les différentes composantes dans la circulation. Et donc, leur identité synthétique, c'est-à-dire les propriétés physico-chimiques des nanoparticules, vont être transformées et ces nanoparticules vont avoir une identité biologique qui permettra de l'acheminer vers la cible. Dans cet exemple, c'est un ciblage in situ des neutrophiles. Les neutrophiles sont les cellules qui sont recrutées en première dans les sites d'inflammation. Si on considère une inflammation pulmonaire aiguë, qu'est-ce qu'on a? On a un recrutement des neutrophile qui s'accumulent à niveau des capillaires pulmonaires. Ensuite, ces neutrophiles sont aussi capables de pénétrer à niveau des alvéoles. Suite à l'activité des neutrophiles, on a plusieurs dommages à niveau épithélial, à niveau endothélial et la formation d'édème. Cette situation est extrêmement grave. Donc, pour la traiter, on doit être capable de réduire les recrutements des neutrophiles, de réduire l'édème. De quelle façon? Une approche extrêmement ingénieuse a consisté à formuler des nanoparticules qui sont appelées ici nanoparticules avec des protéines agglutinées. Tout simplement, c'est des nanoparticules à la surface desquelles on retrouve des protéines qui sont absorbées de façon non régulière. Cette identité chimique entraîne l'interaction avec des protéines de complément qui représentent des sortes de codes barres qui entraînent la reconnaissance de ces nanoparticules par les neutrophiles.
Ensuite, ces neutrophiles ils vont se diriger tout simplement vers les poumons inflammés. On peut réaliser cette approche aussi avec des liposomes qui présentent également cette immunoglobuline qui mime cette protéine et on retrouve également l'accumulation dans les poumons. Cette stratégie peut donc être utilisée pour des approches thérapeutiques et pour des approches diagnostiques. Ici, dans un modèle d'inflammation pulmonaire induite par les lipopolysaccharides, si on ne traite pas les patientes, en tout cas les patientes et les rats ici, on voit comme on a l'accumulation des neutrophiles, un édème. Mais si on injecte ces liposomes, on peut voir comme ces liposomes ils sont capturés par les neutrophiles. Et ensuite, les neutrophiles capturent ces liposomes. Bien qu'il n'y ait pas d'agent thérapeutique, on observe un peu faible extravasation, mais on les retrouve principalement dans la circulation et dans la rate. C'est vrai que le mécanisme n'a pas encore été bien élucidé, mais cela permet quand même, en utilisant des nanoparticules ici directement sans agent thérapeutique, de réduire l'inflammation pulmonaire. Ici, un exemple utilisant les neutrophiles. Et l'autre exemple que je vais vous présenter, c'est celui de l'utilisation des monocytes pour l'administration des particules à niveau du tissu tumoral, et en particulier pour l'administration à niveau du cancer du pancréas. Pourquoi ce cancer du pancréas? Parce que les cancers du pancréas, c'est une tumeur qui présente un pronostic très mauvais, surtout au fait qu'il existe une réaction fibrose très importante et les nanoparticules qui vous administrez par voie intraveineuse n'ont pas d'effet thérapeutique parce qu'ils n'arrivent pas dans la tumeur. Par contre, les monocytes sont capables d'arriver dans la tumeur et aussi de passer à travers cette fibrose. Dans cette étude, les chercheurs ont formulé des liposomes chargés en gemcitabine, l'agent thérapeutique classique pour les cancers du pancréas, et à la surface duquel on a des aptamères qui sont des ligands spécifiques pour les monocytes. On peut voir ici dans les barres rouges que si on a des liposomes avec les ligands spécifiques en rouge, on a une interaction bien sélective. Par contre, si on a un ligand qui n'est pas spécifique, on a une interaction moindre. Et si on considère l'interaction au niveau des cellules endothéliales, il n'y en a pas. Si on administre ces liposomes par voie intraveineuse dans un modèle de cancer du pancréas, grâce à la capacité de ces liposomes de cibler les monocytes vont transporter spécifiquement à niveau du tissu pancréatique une quantité plus élevée d'agents thérapeutiques qui se traduit en réduction de la croissance tumorale. Un autre exemple de ciblage indirect, on a dû tout simplement formuler notre nanoparticule. Jusqu'ici, je vous ai parlé des particules endogènes circulantes et je vous ai parlé principalement des cellules. Par contre, il existe aussi la possibilité d'utiliser les lipoprotéines comme agent endogène pour la circulation. Et c'est ce qu'on a étudié dans notre équipe depuis une dizaine d'années. Et pour vous présenter ça, je dois revenir un moment sur un concept de nanomédecine. Les nanoparticules dont on vous a parlé jusqu'à maintenant, c'est des nanoparticules dans lesquelles on a une encapsulation physique de l'agent thérapeutique. Il se trouve à l'intérieur. Par contre, une certaine quantité de ces médicaments, de ces agents thérapeutiques, ils peuvent se retrouver à la surface et ils peuvent être libérés de façon incontrôlée, ce qu'on appelle un burst release, ce qui pourra entraîner des effets secondaires. Pour essayer de contourner cette burst release et pour essayer d'avoir en charge un agent thérapeutique encore plus important, le concept de prodrogue a été développé. Il consiste dans le couplage de votre molécule active à un polymère ou un lipide en obtenant comme ça une structure inactive. La molécule active sera libérée seulement au niveau du site d'action parce qu'on va couper cette liaison covalente. Cela nous permet d'éviter une libération incontrôlée et réduire la toxicité. Cette approche a été utilisée dans notre équipe depuis longtemps pour formuler des prodrogues de la gemcitabine. La gemcitabine, c'est l'agent cancéreux anticancéreux que je vous ai présenté d'abord pour le traitement du cancer du pancréas, mais il présente une émie très courte. Il est immédiatement déaminé dans la circulation.
Pour la protéger, on peut la coupler à un lipide, dans ce cas ici le squalène, que c'est un précurseur du cholestérol. Et ce qui a été observé, c'est que ces conjugués sont capables de protéger la gemcitabine, d'améliorer les profils pharmacocinétiques. Et ces conjugués s'assemblent en forme de nanoparticules qui ont révélé leur efficacité dans différents modèles expérimentaux de cancer. Ici, un modèle de leucémie, dans lequel ils sont plus efficaces par rapport à la molécule libre à 5 doses, un dose 5 fois plus faible. En dépit de ces résultats intéressants, la question qu'on va se poser, c'est de quelle façon ces nanoparticules arrivent là aux cellules tumorales. Et on a essayé de comprendre comment ces nanoparticules pouvaient arriver à la tumeur en étudiant leur devenir dans la circulation. Une fois qu'on a introduit en circulation ces nanoparticules, on a voulu étudier surtout l'interaction avec les lipoprotéines plasmatiques. Les lipoprotéines sont les transporteurs du cholestérol et d'autres lipides dans la circulation. Et compte tenu que le squalène était un précurseur de la synthèse du cholestérol, on a formulé l'hypothèse d'analogie du comportement. Qu'est-ce qu'on a fait alors? On a formulé des nanoparticules radiomarquées en collaboration avec nos collègues du COA et les a incubées avec des poches de sang humaines ou injectées chez la souris. Ensuite, on a prélevé les sangs. En centrifugation, on récupère les cellules rouges et les plasmas. En autre centrifugation sous gradiente, et on récupère les différentes lipoprotéines, les HDL, soit dit les bons cholestérols, les LDL, les cholestérols mauvais. Et ensuite, on a les différentes fractions. Ça, c'est la fraction numéro 1, ça, c'est la fraction numéro 20. Et par l'électrophorèse, on voit leur contenu en cholestérol. Ce qu'on a observé, c'est que les nanoparticules présentaient une interaction préférentielle, soit chez l'homme, dans l'échantillon dans les poches de sang, soit chez l'animal, avec les protéines, avec les lipoprotéines, qui sont les principaux transporteurs des cholestérols dans la circulation. Par contre, il n'y avait presque rien d'interaction avec l'albumine, qui est la principale protéine présente dans les plasmas. Pour vous simplifier, en tout cas pour schématiser les devenirs de ces nanoparticules, j'ai représenté ici. On injecte ces nanoparticules. À la surface des nanoparticules, ils vont se mettre les lipoprotéines. Les lipoprotéines vont extraire des conjugués et ensuite, ils vont les transporter vers la tumeur où ils s'accumulent dans les cellules cancéreuses. Comme je vous ai dit, les lipoprotéines principales responsables du transport du cholestérol vers les tissus périphériques sont les LDL. Et la cellule cancéreuse, il a un besoin accru de cholestérol, surexprime ses récepteurs et si on lui livre un lipoprotéine qui contient l'agent cancéreux, et on peut donc tuer la cellule cancéreuse. On a une internalisation qui est dépendante de l'expression des récepteurs aux lipoprotéines. Effectivement, on a fait des études avec un modèle des tumeurs chez la souris en utilisant des cellules cancéreuses qui surexpriment ou non les récepteurs. Et effectivement, l'internalisation est corrélée à l'expression du récepteur. Successivement, on s'est aussi dit, si le squalène, précurseur du cholestérol, interagit avec les lipoprotéines, pourquoi pas remplacer le squalène directement avec le cholestérol? Théoriquement, on devrait avoir une interaction encore plus poussée. En réalité, si on se fait les mêmes expériences, on peut voir comme le profil de la gemcitabine squalène ici en bleu, il est symétrique et opposé à celui des cholestérol. Les nanoparticules de cholestérol n'interagissent pas avec les lipoprotéines. Effectivement, ce sont des nanoparticules trop stables. Il n'y a pas de désassemblage. S'il n'y a pas de désassemblage, le conjugué n'est pas transféré aux lipoprotéines, pas de transport aux cellules, ce qui se traduit en manque d'activité cytotoxique. Donc, c'est extrêmement important, si on veut réaliser un ciblage indirect directement dans la circulation, moduler, en tout cas jouer avec les propriétés physico-chimiques de la nanoparticule qu'on est en train de formuler. Tous ces résultats sont des résultats précliniques. Par contre, dans les temps qui me restent, je souhaiterais vous présenter encore des exemples des particules circulantes qui sont arrivées en clinique avec des résultats très prometteurs. Il s'agit des globules rouges qui ont été utilisés pour encapsulation de corticoïdes ou encore des enzymes. La stratégie Eridex consiste à l'encapsulation de la dexaméthasone
à l'intérieur des globules rouges pour le traitement de la syndrome de Lewy-Bach. Il s'agit d'une maladie génétique qui se caractérise par une perte de coordination. Il s'agit d'une progression rapide de la maladie. Les enfants deviennent dépendants du fauteuil roulant à partir de l'âge de 12 ans et la mort généralement arrive entre 25 et 30 ans. Actuellement, il n'y a pas de traitement pour cette pathologie. Il y a seulement un traitement des symptômes avec l'administration de la dexaméthasone quotidiennement. Par contre, les effets secondaires amènent généralement à devoir interrompre les traitements. La stratégie qui a été proposée, c'est celle de libérer lentement la dexaméthasone des globules rouges des patientes. On prend les globules rouges des patientes, on encapsule avec la méthode de choc osmotique que vous a présentée avant la dexaméthasone, on injecte la patiente et une seule injection va permettre d'avoir une libération contrôlée jusqu'à 4 semaines de la dexaméthasone. C'est la courbe verte. Et c'est extrêmement important aussi le fait que vous avez des concentrations qui restent assez constantes par rapport au pic, aux vallées des concentrations plasmatiques que vous avez quand vous administrez la dexaméthasone tout seul en forme libre. Et cela va réduire les effets secondaires. En phase clinique 3, dans cette grosse étude qui a impliqué presque 170 patientes, l'objectif c'était vérifier si l'utilisation des globules roses chargés en dexaméthasone permettait d'améliorer les symptômes neurologiques. Si on considère la population dans l'ensemble, entre les groupes traités et les groupes contrôle, il n'y a pas eu de différence. Par contre, cette différence est devenue significative si on considère seulement la population pédiatrique. Dans les groupes entre 6 et 9 ans, ici en vert, on a une différence qui est probablement due au fait que dans cet âge, entre 6 et 9 ans, la progression de la maladie est plus rapide et donc avec les traitements, il est plus facile d'identifier une divergence d'effets. Et surtout, les traitements, il est plus efficace si on intervient précocement. Sur la base de ces résultats, une nouvelle étude clinique a été lancée en 2024 et se concentrant principalement sur la population pédiatrique avec l'objectif de pouvoir éventuellement remplacer les dexaméthasones classiques. L'autre étude vise à encapsuler dans les globules rouges l'asparaginase. C'est un enzyme et c'est ici utilisé pour le traitement de la leucémie lymphoblastique aiguë. Pourquoi utiliser l'asparaginase? L'asparaginase, c'est un enzyme qui dégrade l'asparagine. L'asparagine, c'est un acide aminé utilisé par les cellules pour synthétiser les protéines. Les cellules saines sont capables de synthétiser l'asparagine. La cellule cancéreuse n'est pas capable et dépend des sources extracellulaires. Par contre, si on prive l'environnement extracellulaire d'asparagine en utilisant l'asparaginase, la cellule cancéreuse sera amenée à la mort parce qu'elle ne peut plus synthétiser ses protéines et il y aura un déficit fonctionnel. L'utilisation de l'asparaginase pour le traitement de ces cancers, il a été conçu depuis déjà une cinquantaine d'années. Par contre, l'asparaginase en forme libre présente une anémie très courte et se caractérise aussi par des réactions immunitaires, des réactions d'hypersensibilité. C'est pour cette raison qu'une forme pégylée a été introduite. Il présente une circulation un peu plus longue, mais encore quand même certaines limitations. Et donc la technologie proposée ici, c'est l'encapsulation de l'asparaginase dans des globules rouges. L'asparagine, il est introduit dans les globules rouges, il est dégradé par l'asparaginase. Mais l'asparaginase est protégée dans les globules rouges, donc il n'est pas reconnu dans le système immunitaire, et on aura moins de réactions d'hypersensibilité. Et ce qui se traduit aussi dans un temps de circulation de l'asparaginase encapsulée de 40 jours. Les résultats sont intéressants, comme je vous disais, moins de réactions d'hypersensibilité, moins d'effets secondaires. Par contre, la boîte qui produisait cette technologie, Erytech, a arrêté malheureusement cette technologie, surtout pour des problèmes financiers, parce que la FDA demandait des nouveaux essais cliniques, des données supplémentaires, et malheureusement la boîte n'avait pas à disposition l'argent pour conduire cette étude. Et actuellement, la boîte s'est reconvertie sur l'utilisation des phages pour les traitements des infections bactériennes, donc une approche différente.
Pour conclure, on a vu qu'avec des particules endogènes circulantes, on peut obtenir une amélioration des traitements, amélioration significative. Et c'est sûr que, compte tenu de la variété des nanoparticules, d'agents thérapeutiques et des cellules qu'on a à notre disposition, dans les futurs, on pourra élargir cette approche à une multiplicité d'autres pathologies. Par contre, avant de passer rapidement en phase clinique à large échelle, je pense qu'il est important encore avoir des pistes de réflexion, en tout cas réfléchir attentivement sur certains éléments. Tout d'abord, d'un point de vue biologique, d'un point de vue de la pathologie, si on choisit un type cellulaire, on doit être bien capable d'identifier quelle est sa fonction dans la maladie, quelle est sa modification en fonction de la progression de la maladie, et surtout si on pense à des cellules capables de cibler un site pathologique, quelle est l'influence du micro-environnement. Par exemple, on sait que les monocytes, en présence d'un stress oxydant, réduisent leur capacité de cibler un tissu. Il est nécessaire aussi de considérer la difficulté d'isoler, de conserver et de devoir réinjecter ces cellules. Autrement, est-ce qu'on peut travailler plus facilement avec un ciblage direct in vivo? Et on ne doit pas oublier le fait qu'il existe des cellules qui peuvent exister en différents états de polarisation. Par exemple, on peut avoir des monocytes pro-inflammatoires, des monocytes des macrophages anti-inflammatoires. Donc, on doit faire bien attention à la population qu'on tente cibler pour avoir notre effet thérapeutique. Au-delà de la pathologie, en termes d'ingénierie, il sera nécessaire d'identifier de nouvelles stratégies qui nous permettent de fonctionnaliser les cellules sans perdre leurs propriétés. Et en même temps, on peut aussi identifier des stratégies d'imagerie qui nous permettent de vraiment suivre in vivo les devenirs de ces particules endogènes parce qu'actuellement, on a très peu d'informations. Et dernier point, potentiellement pas des moindres, c'est la sécurité de cette particule. Parce que c'est vrai que les particules endogènes circulantes sont endogènes, ils sont biocompatibles, biodégradables, mais dans les moments où on les modifie, elles pourront devenir toxiques. On parle ici des médecines personnalisées en parlant d'utilisation des cellules propres du patient, mais si on pense à un traitement avec des cellules allogéniques, il pourra être des réactions de tolérance immunitaire. Et l'autre élément à considérer, c'est qu'on va isoler des cellules chez les patients. On prélève des cellules de son système immunitaire. Est-ce que l'immunité de cette patiente est compromise? Élément clé après pour terminer, c'est la nécessité d'avoir des protocoles, des normes très très strictes qui nous permettent de valider l'efficacité et la sécurité de cette stratégie avant de, bien évidemment, de les injecter aux patients. Je tiens juste à remercier les personnes qui ont travaillé avec moi au sein de l'Institut Galien sur l'approche lipoprotéine et pour les transports endogènes des prodrogues lipidiques. Un grand nombre de personnes au sein de l'Institut Galien, il y a eu Patrick, Didier, des doctorants, des postdoctorants, des masters, un grand nombre de collaborateurs en France et à l'étranger, un support financier et bien évidemment, je vous remercie pour votre attention.